donc allons-y. Dans ce petit vidéo, on va prendre la peine de faire une introduction à la technologie Java Swing, qui est une des 3 technologies existantes en date d'aujourd'hui pour créer des applications graphiques en Java. La technologie précédente s'appelait AWT pour Abstract Windowing Toolkit, qui est une librairie qui existe, qui s'installe encore avec le JDK, le Java Development Kit. La technologie Swing hérite de plusieurs des classes et de plusieurs des interfaces qui se trouvaient dans le Abstract Windowing Toolkit. Et on a un niveau supérieur au Java Swing qui s'appelle le Java FX, qu'on aura la chance de toucher d'ici la fin de la session. Le Swing est une des technologies les plus répandues pour créer des interfaces graphiques en Java et elle vous donne un peu un look and feel, une allure qui ne s'éloigne pas trop des Windows Forms que vous connaissez. Ce qui est intéressant du Swing, c'est que dépendamment de la plateforme sur laquelle vous déployez votre application, donc si je fais une application Java Swing et que je l'exécute sur Windows, mon interface va prendre l'allure d'un formulaire Windows. Si je déploie la même application sur Mac, mon interface et les boutons, les arrondis vont prendre l'allure par défaut d'une interface Mac. Sur Linux, la même chose, etc., etc. Donc, c'est une librairie qui est quand même assez riche parce qu'elle réussit avec un code de base à émuler l'allure de chaque système d'exploitation, l'allure du graphisme de chaque système d'exploitation sur lequel elle roule. Donc, je vais démarrer sans plus tarder. Fichier, nouveau projet. On voit ici qu'on peut créer du Java, on peut créer du Java FX, on n'y touchera pas tout de suite. Donc, je vais aller sur Java, je vais aller sur Java Application, je vais appuyer sur Next, je vais donner un nom significatif à mon projet, donc démo Swing. Oui. Qui a saboté mon projecteur? Je ne sais pas si... ok. Je pense que pour ça, je ne vais pas pouvoir l'améliorer, mais quand on va être dans la fenêtre de code, je vais zoomer. Et si jamais c'est trop flou, là, j'irai changer de projecteur. C'est bon? Donc, on va voir ce que ça donne. Donnez-moi juste quelques secondes. Ça va? Je vais peut-être démarrer parce que là, avec le code comme ça, je pense que c'est correct. À la première pause, je vais aller changer de projecteur s'il y en a un autre. Ça va pour tout le monde? Good? Ouais. Si on éteint complètement, c'est mieux? Involontaire, involontaire, involontaire. Merci Benoît. Ça va? Un peu mieux? C'est bon, première pause, on va changer ça. Donc, je vais y aller à travers le code et ensuite, je vais utiliser l'assistant graphique pour, disons, émuler plus ou moins les mêmes manipulations. Donc, un formulaire Java ou un formulaire Windows. J'ai utilisé le terme formulaire Java juste pour qu'on reste dans les termes connus, mais en réalité, on va parler d'un G-frame ou d'un G-panel. Ce sont les contrôles qui émulent ou qui jouent le même rôle que le formulaire Windows qu'on connaît. Donc, c'est une classe, tout comme un formulaire Windows était une classe. Donc, je suis capable de créer mon propre type de données, ma propre classe, qui représente un G-frame, qui représente une fenêtre Windows. À travers ma fonction main, on va créer des objets de ce type et on va les manipuler. Sur ce formulaire, je vais être capable de déposer des objets, des G-Textbox, des G-Textfield, des G-Button. Je vais être capable de m'enregistrer encore une fois à travers le code aux événements de ces différents contrôles et de réagir. Donc, le même processus qu'en .NET avec une syntaxe similaire, mais à la fois différente. Donc, je vais commencer tout de suite en allant sur le package par défaut de mon application, bouton droit et New. Je peux rajouter plusieurs choses. Mon interface, qui est floue pour vous, contient plus d'options que la vôtre parce que j'ai rajouté des plugins dans mon NetBeans qui me permettent de programmer dans un autre langage, un langage qui s'appelle le Kotlin, qui est le nouveau langage qui permet de développer pour Android. Donc, je vais choisir de... Parfait.
Donc, ce que nous allons faire dans notre projet, c'est que nous allons rajouter une classe, mais cette classe, nous allons prendre la peine de la faire hériter de ce qu'on appelle un G-frame. Un peu comme si on créait une classe C# dans une application console et on la faisait hériter d'un form Windows. Donc, on se trouverait en présence d'une classe qui aurait tous les attributs, les fonctionnalités, les événements associés à un formulaire, mais qui serait complètement dénudé. Il faudrait par la suite rajouter des contrôles sur sa surface et s'enregistrer aux événements de ces contrôles pour qu'ils fassent quelque chose lorsqu'on interagit avec eux. Donc, c'est un processus qu'on va faire manuellement dans un premier temps pour bien comprendre comment est-ce que les événements fonctionnent en Java et pourquoi ils sont si intimement reliés avec les interfaces et avec le patron de conception Observer. Donc, je vais cliquer avec le bouton droit sur mon package par défaut et voici. Donc, on voit maintenant, je peux rajouter des classes Java, des G-frame form. C'est ce qu'on va faire dans un second temps. En rajoutant un G-frame form ou un G-panel form, on a l'assistant de création graphique qui s'ouvre à nous et qui nous permet de faire du drag and drop comme dans Visual Studio. Je peux créer des classes Kotlin, ce que vous ferez en 5e et en 6e session. Et en fait, je vais peut-être même m'amuser à en faire un peu vers la fin de cette session-ci, parce que, bon, j'aime toujours donner un petit aperçu aux gens de AEC aussi. C'est mon côté rebelle, là, au niveau de la programmation Android, qu'on sera rendu là. Mais ce qu'on va faire présentement, c'est rajouter une classe Java, et je vais l'appeler My First Window. Donc, c'est notre première fenêtre graphique Java. Je vais faire finish tout simplement et j'ai une classe Java complètement vide. Cette classe Java, je vais vouloir la faire hériter de ce qu'on appelle un G-frame. Donc, je dois charger le package qui contient cette classe. De la même façon qu'en .NET, on devrait charger un namespace. Donc, ça va être un magnifique import Java. Oups. Donc, Java x.swing. Donc, si on regarde rapidement, on a du script, on a de la sécurité, Smart Cardio, on peut gérer du son, on peut attaquer des bases de données et on peut faire de l'interface usagée. Donc, JavaSwing.g et on a une série de composants ici. GApplet, GButton, GCheckbox, GColorChooser, ils font tous ce que leur nom vous disent, ils font. Ce qui va m'intéresser, c'est un GFrame. Qui est la classe qui nous permet de représenter une fenêtre. Pendant qu'on est dans les imports, rajoutons directement tous les imports dont on va avoir besoin dans ce petit exemple. Sur mon GFrame, qui va être représenté par la classe MyFirstWindow, je vais vouloir déposer des boutons, au moins un bouton. Je vais vouloir déposer ce qu'on appelle un GTextField, la même chose qu'un textbox en fait en .NET. Donc, je vais importer tout de suite ces deux composants. La logique en Java, qui est le langage par défaut qui a été utilisé pour les plateformes mobiles, c'est qu'on ne charge que les ressources dont on a besoin pour que notre application ait l'empreinte en mémoire la plus petite possible. Donc, on va y aller avec un import, encore une fois, Java X. C'est toujours dans la boîte à outils Swing. .gbutton. Donc, on va avoir un bouton. On va aussi aller chercher un gTextField, l'équivalent d'un textbox. Je vous répète que lorsqu'on travaille graphiquement, on n'a pas besoin de connaître tous ces imports. On fait du drag and drop et le compilateur les rajoute automatiquement pour nous dans le projet. Donc, .gTextField. Magnifique. Pour être capable d'interagir avec un bouton ou d'interagir avec un text field, quand je dis interagir, c'est réagir à leurs événements, ben, il faut que mon application sache que je veux utiliser ces fameux événements. Et en Java, le mécanisme de réponse à des événements est basé sur des interfaces. Donc, chaque type de, à tes souhaits, chaque type de contrôle en particulier doit implémenter une interface en particulier à l'intérieur de laquelle on a une méthode particulière qui doit être override pour répondre à un événement en particulier. C'est plus facile à voir qu'à dire. Donc, je vais importer certaines interfaces dont on va avoir besoin. Donc, import, Java et non Java
x.awt, Abstract Windowing Toolkit, donc le précurseur du swing, point event, point. Et là, si on prend quelques temps pour regarder ce qui est au tableau, on a du action event, action listener. Donc, action event est un événement qui est lancé par certains contrôles. Ça va? Et un action listener est l'interface que votre application doit implémenter si elle veut être capable de réagir à ces événements. En faisant quoi? En faisant un override de la méthode qui est décrite dans la fameuse interface. Donc, c'est ce mécanisme-là qu'on veut voir ensemble aujourd'hui, qui décrit grosso modo comment est-ce que le patron de conception Observer fonctionnait. J'ai implémenté une interface Observer, et dans cette interface, il y avait une méthode que je devais override pour être capable de recevoir les informations qu'un sujet en particulier m'envoie. Le sujet, c'est qui? C'est le bouton. L'observateur, c'est qui? C'est l'application qui implémente l'interface qui contient la méthode qui reçoit les informations du bouton. Donc, c'est exactement l'Observer qu'on va voir en action ici. Bref, ce qui va m'intéresser, moi, c'est un événement de type action event. Et l'interface qui permet d'override la méthode capable de répondre à ces événements est l'interface Action Listener. Donc, est-ce que je vais vous demander d'apprendre ces packages-là, ces noms d'interface par cœur? Pas tous, mais certains. Pour un bouton, pour un checkbox, pour un bouton radio, pour être capable de faire une interface avec les contrôles de base, on va apprendre les événements, le nom des méthodes d'override et le nom des interfaces. Mais pour tous les autres contrôles qui existent, parce qu'il y en a énormément, on a un assistant de création graphique, il n'est pas là pour décorer. Mais si on dit qu'on connaît le Java, il y a un minimum de packages qu'on doit connaître. Donc, c'est un Action Listener qui m'intéresse. Mais remarquez, ils sont relativement faciles à retenir. Si je regarde Adjustment Event, Adjustment Listener, vous voyez que ça se suit toujours. Le nom de l'événement et le nom de l'interface, c'est assez associé. Donc, je vais prendre un Action Listener et voici. J'ai besoin de quoi d'autre? Sur mon G-Frame, qui va être un beau formulaire vide, si on se rapporte à Visual Studio, quand vous faites du drag and drop et que vous placez vos boutons ou vos textbox, vous avez des espèces de lignes qui vous aiguillent, qui vous permettent d'aligner vos composants correctement. Tous les IDE ont ce qu'on appelle un Layout Manager. Donc, un Layout Manager, c'est une classe, un outil qui est là, caché dans l'IDE et qui vous aide à gérer le positionnement de vos objets. Si vous êtes en HTML, chaque fois que vous rajoutez une nouvelle balise dans votre DOM, dans votre Document Object Model, par défaut, elle apparaît où? Par défaut, si c'est une balise de type inline, elle apparaît juste à côté de la balise précédente. Si c'est une balise de type bloc, elle apparaît en dessous, sur la prochaine ligne. Donc, il y a un Layout Manager qui gère ça dans un browser, mais dans une application Java, dans une application C#, dans une application VB, ça existe aussi. Quand on va utiliser l'assistant graphique tout à l'heure, on va voir une quantité immense de code qui est généré automatiquement pour nous, qu'on ne peut même pas modifier parce que c'est réservé à l'IDE de gérer le positionnement. Mais quand on crée une application à travers le code, il nous faut un Layout Manager et il y en a plusieurs qui existent. Moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui pour des raisons de simplicité, c'est quelque chose qui s'appelle un Flow Layout. Donc, un Flow Layout, chaque fois que je rajoute quelque chose sur mon G-Frame, ça fait quoi? Ça le met juste à côté, sur la même ligne, tout simplement. Et ça marche très bien pour ce que je veux faire. Je veux tout simplement un bouton et un text box, l'un à côté de l'autre. On a des grid layouts, on a des grid bag layouts, on a toutes sortes de layouts qui existent. On aura un cours juste sur les layout managers en temps et lieu. C'est un peu lourd pour une première introduction là, au Java Swing. Donc, je vais me rajouter un import java. C'est toujours dans AWT et ça va être ce qu'on appelle un flow layout. Parfait. Je crois bien avoir mis tout ce dont j'ai besoin. Donc, maintenant, utilisons-les.
J'ai une classe ici qui s'appelle MyFirstWindow et je veux qu'elle soit une classe graphique, une fenêtre, un G-frame. Donc, je vais lui faire extends. Et elle va extend quoi? Elle va extend G-frame. Elle va extend G-frame. Donc, si j'extend G-frame, je suis déjà une fenêtre en réalité. Et on va prouver que c'est déjà une fenêtre avant même de mettre quoi que ce soit d'autre dessus. Bon, donnons-lui peut-être un constructeur. Donc, public MyFirstWindow. À l'intérieur de ce constructeur, puisqu'on vient d'hériter, on doit forcément passer de l'information à notre parent, le G-frame, et on va le faire à travers une gentille petite méthode qui s'appelle super et qui nous permet d'appeler notre classe supérieure, notre parent, ou plutôt le constructeur de notre classe supérieure. Dans le cas d'un G-frame, quand on fait ça, ce qu'on passe en paramètre, c'est tout simplement le texte qui va apparaître ici. Si vous regardez ma souris, c'est le texte qui va apparaître dans la barre de titre de notre application. Donc, j'ai dit, je vais écrire mon premier programme Swing, tout simplement. Donc, ici, on a déjà une application graphique et je vais prendre la peine de l'exécuter pour qu'on en soit certain. Ça va? Donc, je vais aller à l'intérieur de mon demo.swing, l'endroit où j'ai ma fameuse classe main. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer un objet de type MyFirstWindow que je vais appeler Win. Et en Java, lorsqu'on travaille à travers le code comme ça, un formulaire, il est créé, mais il est invisible par défaut. Il n'a pas de dimension par défaut. Donc, on va utiliser quelques setters de la classe GFrame pour, rendre notre formulaire visible, lui donner un width, un height, lui donner un comportement par défaut. Quand on appuie sur le petit X, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le formulaire se ferme? Est-ce qu'il devient juste invisible? Est-ce que l'objet est détruit? Donc, c'est ce qu'on va faire avec les lignes de code suivantes. Je répète que tout ce qu'on est en train de faire, NetBeans, avec son assistant graphique, a la gentillesse de le faire automatiquement pour nous. Donc, win.set size. Donc, donnons-lui une taille de... C'est arbitraire, j'ai décidé 300 par 300, tout simplement. Vous pourriez lui donner la taille que vous voulez. Donc, win.set visible. Donc, on va le rendre visible parce qu'il est invisible par défaut. Et on va faire un win.set default close operation. Donc, quand j'appuie sur le petit X, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette fenêtre-là est détruite et déchargée de la mémoire ou qu'est-ce qui se passe? Donc, exit on close. Donc, je ferme l'application quand j'appuie sur le petit bouton. Donc, j'ai créé une classe qui hérite de GFrame. Tout comme en C#, je pourrais créer une classe qui hérite d'un formulaire. Et si j'instancie un objet de type form et j'utilise la méthode showDialog sur un objet de type form, qu'est-ce que ça fait? Ça fait apparaître le formulaire en .NET. On a le code équivalent en Java ici. J'ai créé une classe qui hérite de GFrame. Avec ces setters, je lui ai donné une dimension en pixels, en X, en Y. Je l'ai rendu visible et je lui ai dit, quand on clique sur ton X, tu fermes l'application. C'est ce qui vient d'être fait ici. Donc, si je lance mon application, si je lance la fonction main, on devrait voir apparaître un magnifique GFrame avec mon premier programme dessus. Ça va? Donc, voici un magnifique GFrame. Maintenant, j'aimerais placer un bouton sur ce GFrame. J'aimerais aussi placer un textbox sur ce GFrame. Mieux que ça encore, j'aimerais faire quelque chose de très, très compliqué. J'aimerais que quand on clique sur le bouton, le texte qu'il y a dans le textbox soit récupéré et affiché dans un message box. Il a fallu attendre 4 sessions pour être capable de faire ça en Java. Mais c'est un exemple très, très simple qui va nous permettre de voir l'observer en action. C'est ça le but aussi ici, c'est pour ça que je prends un exemple simple à ce point-là. Donc,
Je ferme ma fenêtre et bon, on va retourner travailler dans notre fameuse classe, dans notre fameux JFrame. Donc, moi, j'aimerais qu'il y ait un bouton et un text box dans cette fameuse fenêtre. Donc, tout comme en .NET, ben, qu'est-ce qui différencie un formulaire d'un autre? Ce sont ses attributs. Donc, private, G, button, BTN, private, G, text, field, text. Donc, j'ai mes deux objets qui vont appartenir à mon formulaire et je vais vouloir les instancier et les placer sur ma page. Donc, ce que je veux faire, c'est que pour pouvoir les placer un à côté de l'autre ou sous forme de grille, j'ai besoin d'un layout manager qui va m'aider à positionner mes objets. Donc, j'ai dit que je voulais utiliser un flow layout parce que c'est ce qui convient à mes besoins aujourd'hui. Je répète, on prendra la peine d'étudier en détail chacun des différents types de layout manager qui existent en Java. Pourquoi? Parce que l'Android s'est inspiré de ces fameux layout managers. Ce qu'on appelle un flow layout en Java pur, en Android, on appelle ça un linear layout. Donc, il y a des équivalences de un à l'autre. Donc, allons-y. 10.7 layout, et on voit que ça reçoit en paramètre un layout manager. 10, pourquoi? Parce que cette layout, ça appartient à la classe JFrame. C'est le JFrame qui définit quel genre d'objet est capable de gérer le positionnement de son contenu, des choses qu'on va mettre dessus. Donc, je vais créer un new flow layout, tout simplement. Et on est prêt à travailler. Je vais instancier un bouton. Je vais instancier mon bouton plutôt. Et dans le constructeur de la classe JButton en Java, ben, ce qu'on écrit dessus, c'est ce qui va apparaître par défaut sur la surface du bouton. Donc, c'est l'équivalent de la propriété texte, si on veut. Quoi qu'on a un setter qui s'appelle setText qui fait le même résultat. Donc, j'ai créé un bouton, c'est magnifique. Je vais initialiser mon textbox. Donc, mis à part les G qui sont devant mes composants, si je ne fais pas attention, ben, on ne saurait pas nécessairement qu'on est en Java présentement, parce qu'on peut faire un code tout à fait similaire en C#. C'est text field. Donc, notre text field, par contre, lui, je vais le laisser vide. Présentement, si je relance mon application, on va être tristement déçu. D'ailleurs, je vais le faire. J'ai toujours pas de bouton, j'ai toujours pas de textbox. Je les ai créés, ils sont en mémoire, mais je ne les ai jamais rajoutés sur la surface de mon JFrame. On faisait ça comment en .NET, rajouter quelque chose à travers le code sur la surface d'un formulaire? This.control.add, ça vous rappelle des souvenirs? Hein? Vous allez mettre C# dans votre CV, non? Il faut s'en rappeler. Donc, en Java, on a le mécanisme similaire. Je parle du C#, mais en fait, même en JavaScript, vous avez appris à créer dynamiquement des balises et à les rajouter dans votre DOM. C'est exactement le même principe. Insert before, insert after, c'est la même idée ici. Je crée quelque chose en mémoire, si je veux qu'il soit visible, il faut que je le dépose sur la surface de quelque chose. Donc, pour faire ce dépôt, allons-y. Commençons par déposer notre bouton. Donc, this. Et encore une fois, j'utilise this par habitude. On aurait pu juste écrire add, ça aurait marché. Mais je veux que vous réalisiez que le this, il provient de notre parent JFrame, de ce qu'on a hérité. On voit que la méthode add, elle est surchargée, mais grosso modo, elle reçoit quoi en paramètre? Elle reçoit des composants Java, des contrôles, des boutons, des textbox, et ainsi de suite. Et elle fait quoi avec? Elle les dépose sur la surface de notre JFrame ou de notre JPanel. Donc, moi, je vais rajouter un bouton et je vais rajouter un textbox, mon textbox. Là, ça risque d'être bon, un peu plus beau, mais toujours pas si passionnant que ça. Si je retourne sur mon interface usager et que je relance maintenant l'application,
Ben, j'ai un magnifique bouton maintenant dans lequel c'est écrit Click Me et j'ai un magnifique text box qui est complètement écrasé sur lui-même parce qu'il ne contient rien en termes de texte. On peut, à travers différents setters, si je tape txt.set, je peux contrôler la taille, la hauteur, bref, les propriétés standards. Si je clique sur mon bouton, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On s'y serait attendu. On n'a jamais associé une méthode quelque part qui doit s'exécuter suite à l'événement clic sur mon bouton. Mais l'événement clic sur mon bouton, ça n'existe pas en Java. L'événement clic n'existe pas. C'est un action event qui est lancé. Et pour attraper cet action event, on doit override une méthode qui s'appelle action perform et qui se trouve dans une interface qui s'appelle action listener. Donc, c'est lourd, le Java, à ce niveau-là. Et c'est ce que le C# a streamline, a simplifié en réalité. Parce qu'on s'entend que si je veux réagir à un clic sur un bouton, ben, c'est intelligent d'appeler l'événement clic et non action event. Mais bref, un clic, c'est une action. C'est comme ça qu'ils ont pensé, je suppose. Je ferme mon application. Retournons travailler à l'intérieur de notre classe. Donc, il y a plusieurs manières de procéder, mais la manière, pas la plus simple, mais la manière qui est disons, la plus intéressante parce qu'elle vous rapproche de la syntaxe qui est utilisée aussi en Java, en Android. Et c'est mon but, vous montrer que le Java avec une certaine syntaxe est presque universel, que ce soit sur le desktop, sur le web ou sur le mobile. Donc, je vais adopter la syntaxe qui se rapproche le plus de ce qu'on aurait à faire en Android si on voulait enregistrer l'événement clic d'un bouton dans notre interface Android à du code en arrière-plan. Allons-y. Donc, je peux le faire avant d'avoir fait apparaître le bouton sur mon formulaire ou je peux le faire après avoir fait apparaître le bouton sur mon formulaire. Ça n'a pas d'importance, c'est quelque chose qui se fait de manière dynamique. Logiquement, moi, j'ai tendance à enregistrer mes événements et à spécifier quel code doit être exécuté avant de rendre le fameux bouton visible. Donc, je vais faire la chose suivante, btn, mon bouton, point. En JavaScript, comment est-ce qu'on fait pour ajouter de manière dynamique un événement à un bouton? Je n'ai pas dit en jQuery, je dis en JavaScript. Add Event Listener. Oh ben, OK. Donc, moi, je vais faire Add Action Listener. Ça va? Parce que j'ai dit tout à l'heure que pour répondre à un Action Event, il fallait implémenter l'interface Action Listener qui nous permet d'override la méthode Action Perform. C'est une belle chanson que je peux vous raconter pour chacun des contrôles Java, parce que pour répondre à chaque contrôle Java, il faut implémenter une interface différente, override une méthode différente, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On est en train de dire que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on veut exécuter une méthode en particulier. Comment on va dire ça? Selon cette syntaxe, parce qu'il y a différentes syntaxes. Je vais créer un new action listener. New action listener comme ceci. Et là, je vais vous demander en temps et lieu d'apprendre ça par cœur, mais pour aujourd'hui, je vais laisser NetBeans nous aider. Une interface, c'est quelque chose qui est abstract en général. Qui est abstrait, excusez-moi. Quand on implémente une interface, on est obligé d'override les méthodes qui sont à l'intérieur. Donc, NetBeans, il n'est pas content présentement. Là. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une interface et je n'ai pas override ce qui se trouvait à l'intérieur. Donc, je vais laisser NetBeans travailler un peu pour nous. Implement all abstract method. Heureusement pour nous, dans cette interface, il n'y a qu'une seule méthode abstraite qui s'appelle action perform et qui reçoit en paramètre un action event, le type d'événement qu'un G-button lance lorsqu'on clique dessus. Donc, c'est à l'intérieur ici, ça va de cette méthode action perform que je vais devoir écrire le code que je veux exécuter lorsqu'on clique sur mon bouton. Donc, c'est le observer, mais si on veut compresser. Ça va? Donc, cette syntaxe-là, c'est le observer à 100%.
NetBeans fait beaucoup d'autres choses pour nous en arrière-plan pour être capable de nous l'écrire de cette manière-là. Ben, on veut afficher quelque chose. Moi, ce que je vais afficher, c'est le texte qui se trouve dans mon GText field. Donc, pour faire ça, je vais l'afficher, disons, dans l'équivalent d'un message box. Message box, ça n'existe pas en Java, évidemment, c'est un contrôle.net. Ce qui existe, c'est quelque chose qu'on appelle un G-option pane. G-option pane que je n'ai pas importé. Donc, je vais juste aller faire un dernier petit import. Import java.swing, javax, excusez-moi, .swing.gOptionPane. OK. Et mon text field, il fait pitié, donnons-lui... c'est l'équivalent d'un message box. Donc, donnons-lui du texte par défaut. Bonjour. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire la chose suivante. Show. Donc, je peux show un input dialog. Donc, c'est une fenêtre qui va permettre à l'utilisateur de rentrer de l'information qu'on va pouvoir récupérer et mettre dans une variable. Ou je peux aussi show un message dialog, donc une boîte de messages, l'équivalent d'un message box. Et on voit qu'il y a plusieurs surcharges parce que je peux configurer les icônes que j'affiche, des icônes d'avertissement, des icônes d'erreur. Donc, on peut faire toutes sortes de choses plus intéressantes les unes que les autres. On va rester avec, disons, le format le plus simple pour commencer. Donc, je vais écrire et je vais spécifier. Et là-dedans, je vais mettre quoi? Je vais mettre mon txt .getText. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Quand on va lancer l'application, on va voir notre bouton. On va voir un GText field dans lequel il va y avoir le texte « Bonjour » décrit. On va être capable de modifier le texte qu'il y a dans notre GText field. Et lorsqu'on va appuyer sur le bouton, on va tout simplement récupérer le texte qu'il y a dans le GText field et on va le faire apparaître à l'écran. On va juste s'assurer que notre GText field, on est capable de modifier le texte qui est à l'intérieur en utilisant un setter qui est setEditable. Donc, on permet de modifier le contenu du GText field. Donc, si j'exécute le tout à partir de ma classe principale, donc, l'interface usagée n'est pas beaucoup plus différente que tout à l'heure, mais elle contient maintenant le texte « Bonjour » par défaut à l'intérieur du GText field. Et si on s'amuse à cliquer sur « Click Me », on voit un magnifique G-option pane qui apparaît et qui affiche une boîte de dialogue avec le texte « Bonjour » à l'intérieur. Bonjour, pourquoi? Parce que c'est le texte qui provient de notre GText field. Si je m'amuse à changer le texte pour notre nom de variable préférée et que j'appuie sur Click Me, encore une fois, on voit qu'on a bel et bien récupéré le texte qui se trouvait dans notre GText field. Lorsqu'on a cliqué sur le bouton Click Me, l'événement Action Event a été lancé et puisque on avait override la méthode ActionPerform, on a été capable de le recevoir et de répondre. Donc, il n'y a pas beaucoup de code présentement dans cette application pour gérer ce que ce formulaire-là fait. Je vais recréer la même application, mais avec l'assistant de création graphique, et vous allez voir la quantité de code qu'un IDE crée de manière inutile pour nous donner exactement le même comportement. Je vais juste retourner sur le code quelques secondes. J'ai dit retourner sur le code quelques secondes. Et comme d'habitude, je vais mettre ça en ligne par la suite, le dossier de projet aussi. Donc,
on a hérité de Gframe. On a déclaré un bouton, un GTextField. Ensuite, on a appelé le constructeur de notre parent. On a dit comment est-ce qu'on voulait layout, comment est-ce qu'on voulait étaler ou distribuer les composants qui forment les composants qu'on allait déposer sur notre surface. On a instancié le bouton, instancié le textbox. Et on a dit que puisqu'on veut répondre aux événements du bouton, ben, on spécifie un nouvel objet qui implémente l'interface Action Listener. Je répète, c'est une syntaxe contractée, ça. J'aurais pu, si j'avais voulu, créer une classe à part et dire que ma classe implement Action Listener et à l'intérieur de cette classe faire le override. Je n'ai pas voulu utiliser cette syntaxe. Pourquoi? Parce qu'elle est loin de la syntaxe Android. Ça, on voit ça très souvent en Android, ce qui se trouve ici. C'est pour ça que quelqu'un qui apprend à programmer le Java, quand il passe en Android, c'est très simple. Ou quelqu'un qui commence en Android, quand il revient en Java Desktop ou Web, c'est très simple aussi. Donc, je vais essayer de rester dans des syntaxes qui sont entre les deux technologies pour que peut-être ceux qui n'auront pas la chance de continuer en Android avec nous seront assez familiers avec la syntaxe pour être capables de se débrouiller un peu par eux-mêmes. Donc, c'est le choix technologique que je fais cette session-ci. Donc, on override la méthode qui est dans notre interface et on décide de faire apparaître le texte du textbox dans un message box. Ça va? Donc, c'est gentil, ça fait pas trop mal. Et mis à part le code qu'on a ici, on a quelques petites lignes de code à l'intérieur de notre application principale qui, en fait, est une application console qui devient une application graphique au moment où je fais ceci, au moment où je décide de rendre mon formulaire visible. Donc, regardez bien ce qui va suivre. Je vais retourner sur mon package. Je vais, cette fois-ci, rajouter un Gframe form. On a hérité de Gframe tout à l'heure, on se souvient, pour notre classe. Là, je vais rajouter un Gframe form. Et regardez ce que NetBeans va faire. Bon, il me demande de le nommer. Je vais lui laisser son nom par défaut. Voici ce que NetBeans a fait. Qu'est-ce que ça apparaît à la fin quand on déroule le non, là, tout ce que j'ai fait, c'est bouton droit, New, Gframe Form, et tu devrais te retrouver avec une page comme celle-là. Là, c'est un Gframe vide. Complètement vide. On est en mode graphique, donc un Gframe Form, c'est en mode vide. Mais si on regarde bien notre interface usagée, et je vais me permettre de zoomer quelques secondes, parce que j'aime zoomer. Source pour le code source, design pour l'interface usagée, un peu comme un form1.cs, c'est le source, ça va, et form1.design.cs, c'est l'interface usagée. C'est exactement le même pattern qu'on a ici. Donc, si je m'amuse à passer en source, qu'est-ce que je vois? Public class, new frame, extend, Gframe. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Si je descends un peu plus, je vois le constructeur et init component. Ça vous rappelle pas des souvenirs de votre tendre enfance, ça? Init component. Il me semble que ça s'appelle initialize component dans une autre technologie. Pire que ça, si je me promène, et je pense qu'on est capable de faire juste... Ok, non, il l'a enlevé. Je pensais qu'il y avait une option d'atteindre la méthode, mais on va descendre, c'est pas grave. Generated code, le code qui est généré. Hey, regardez, c'est ma méthode init component. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est passionnant. Ouh, il y a du stock là-dedans. On a un set default close operation. On a un group layout qui est différent de ce que moi j'ai choisi, qui est un flow layout. Et là, on a toutes sortes de codes de positionnement. Et rien d'autre de très intéressant. Je vais retourner en mode design, si vous permettez. Et en mode design, faisons ceci. Prenons un G-button, le petit bouton qui est là. Déposons-le sur notre interface usagée. Prenons un G-textfield et déposons-le sur notre interface usagée. Je vais retourner en mode source, si vous permettez.
Donc, en mode source, si je descends jusqu'en bas, private javax.swing.gbutton, gbutton 1. Private javaswing.gtextfield, gtextfield 1. Est-ce qu'on est très différent de ce qu'on faisait dans Visual Studio? Donc, là, c'est l'équivalent de ce qu'on avait dans le form1.designer.cs, le code qui était généré automatiquement par Visual Studio pour nous. Mais mon bouton et mon text field, ils ont été positionnés à un endroit précis. Et c'est là que ça se gâte. Donc, en Java, voici le code de positionnement pour les deux petits contrôles que je viens de mettre sur mon interface usager. Voilà pourquoi je ne vous ferai pas faire du code de positionnement à la main. Ça va? Voilà pourquoi l'interface graphique, elle est là. Je vais m'amuser à faire 1 ou 2 vidéos dans mon sous-sol un soir où je vais m'ennuyer. Pour ceux qui s'intéresseraient, et ça devrait vous intéresser, de savoir comment faire du positionnement à la main, mais dans les labos, on va utiliser l'assistant de création graphique. Je t'ai vu, Martin. Pire que ça encore, le code qui est là, vous voyez qu'il est grisaillé. Je ne peux rien faire avec ça. Je ne peux rien taper, je ne peux rien changer. Donc, on est coincé dans ce que l'IDE a décidé. Ce que je déteste. Je suis un esprit libre, moi, rebelle. J'aime avoir le contrôle sur ce que je fais. Martin? Oui. Si je supprime et je sauvegarde, oui, ça va sauvegarder. Exactement. Donc, si je retourne en design et que je choisis mon bouton, par exemple, ben, j'ai une série de propriétés ici, non très différentes des propriétés que vous connaissez du .NET. Et de la même façon, si je clique avec le bouton droit sur mon bouton et je vais sur Properties, j'ai le même panneau de propriétés qui apparaît. Donc, ce qu'on a appris à faire en .NET n'est pas très différent. En .NET, on a appris que si je voulais manipuler un contrôle dans le code, il fallait que je connaisse son nom. Ça va? Donc, mon bouton, par exemple, ou excusez-moi, mon gTextField, si je veux être capable de récupérer le texte qu'il contient quand je clique sur mon bouton, ben, j'ai besoin de connaître son nom. Présentement, il a un nom affreux qui est gTextField 1. C'est le nom qui est donné par défaut. Donc, bouton droit dessus et Change Variable Name. Tout le monde voit ça? J'ai fait un bouton droit sur mon gTextField et j'ai fait un Change Variable Name. Si je clique là-dessus, j'ai une magnifique fenêtre et moi, je vais décider de lui donner un nom très significatif, comme d'habitude, tutu, Enter. Et si je retourne en mode source, en bas, ben, on voit qu'il s'appelle maintenant tutu. Ça va? Donc, maintenant que je connais son nom, ben, je vais être capable de récupérer le texte qu'il contient et de l'afficher où bon me semble. Mais pour ça, il faudrait que j'ai une méthode qui s'exécute lorsqu'on clique sur mon bouton. Et c'est là qu'on va faire le lien entre ce qu'on a pris la peine de taper à la main et ce que NetBeans va faire pour nous. Regardez bien. Dans Visual Studio, quand on double-clique sur un bouton, on sait maintenant tout ce qui se passe. Ça va? Parce qu'on a appris à créer nos propres événements, à s'enregistrer à nos événements. Là, je suis dans NetBeans. Je vais double-cliquer sur mon bouton. Oh, que vient-il de se passer? J'ai une méthode qui est apparue, une private void gbutton1 action perform. Visual Studio fait quoi? Elle prend le nom de votre contrôle underscore le nom de l'événement qui doit être servi, auquel on doit, auquel on doit réagir. NetBeans ou le Java fait quoi? On prend par défaut le nom du contrôle et on juxtapose le nom de la méthode qui doit être override pour répondre à un événement particulier. Et quel événement? Un événement de type Action Event. Donc, c'est ici que je vais écrire le code. Mais tout à l'heure, on a fait un Add Action Listener, on a parlé d'interface. Elle est où cette fameuse interface? Pourquoi mon code est différent de ce que NetBeans fait? Mon code n'est pas différent de ce que NetBeans fait. Montons dans le code qui a été généré par NetBeans. Et si on est attentif, regardez comme c'est magnifique. Donc, c'est exactement le code qu'on a tapé à la main tout à l'heure. Donc, NetBeans a fait quoi? Quand j'ai double-cliqué sur le bouton, on a rajouté un Action Listener à notre bouton. Et dans cet Action Listener, on a override la méthode Action Perform et on a appelé une méthode qu'on a créée qui s'appelle
G-button 1, action perform, et qui reçoit quoi? Qui reçoit l'événement. Donc, le squelette de code que vous voyez, ben, le compilateur vous dit, tiens, je te laisse un petit espace pour travailler. Moi, j'ai fait le gros de la job. Ça va? Donc, on voit que NetBeans, tout comme Visual Studio, font une très, très grosse partie du travail pour vous. Maintenant, pour créer une interface usagée, ben, ça va être aussi simple que de faire du drag and drop, comme on le faisait en .NET. Et l'enregistrement des interfaces, la création des méthodes, comme on vient de le voir, se fait automatiquement. Si je m'amuse à prendre, disons, un bouton radio et que je le place sur mon interface et que je double-clique dessus, ben, par défaut, un bouton radio répond aussi à l'événement Action Event. C'est son événement par défaut. Comme en .NET, tous les contrôles peuvent lancer différents événements. Donc, si je viens cliquer ici sur Event et que ça m'intéresse de répondre à un autre événement, un KeyType par exemple, ben, je vais venir double-cliquer sur KeyType et voilà, j'ai une méthode qui est générée pour KeyType. Et j'ai juste à écrire le code que je vais exécuter à cet endroit-là. Donc, créer une interface graphique en Java, ben, c'est grosso modo exactement la même chose que créer une interface graphique en .NET, sauf que le mécanisme en arrière est totalement différent. On n'a pas créé de delegate ici, on n'a pas lancé d'événements, on ne s'est pas enregistré à quoi que ce soit. C'est le patron observer qui est en action en Java, contrairement en .NET où c'est un autre mécanisme. Donc, je vais stopper cette vidéo-là. On va prendre une pause, mais ça montre rapidement comment est-ce que ça va être simple pour nous en faisant du drag and drop de créer notre interface usager 1 et ensuite de mettre la logique qu'on veut implémenter en arrière dans les différentes méthodes. Et on sait d'où viennent ces méthodes maintenant. Ça va pour tout le monde? Donc, je vais faire un stop là-dessus. On prend la pause et